qu'est-ce que finalement le management transverse? Cela consiste à faire travailler ensemble des équipes transverses sans forcément avoir de lien hiérarchique vers un objectif commun. Donc c'est un petit peu notre quotidien finalement, de comment je fais avancer les équipes vers un objectif commun. Je n'ai pas de lien hiérarchique, c'est compliqué et c'est de plus en plus comme ça. Quels sont les enjeux de cette transversalité pour le management? L'un des enjeux, c'est de faire coopérer et mobiliser les équipes en transverse dans un contexte qui est quand même instable, on peut le dire, et en plus, pour certains, en travail hybride. Comment parvenir à avoir un management transverse efficace? Pour répondre à cette question, on a choisi d'aborder la transversalité à travers le savoir-faire, puis le savoir-être. Alors, commençons par le fameux savoir-faire. On a identifié 4 pratiques clés en faveur de cette fameuse transversalité. La première pratique, c'est déjà de prendre le temps de définir en quoi le projet sur lequel on va travailler activement a du sens pour soi, pour l'équipe, pour l'entreprise et aussi pour les clients, internes, externes. Par exemple, faire naître une réflexion sur un sujet comme la qualité de vie au travail, en quoi chacun pourrait contribuer à son niveau pour faire avancer ce sujet au sein du service, de l'organisation, et pourquoi ce sujet pourrait être clé pour l'entreprise. Deuxième pratique clé, utiliser un vocabulaire commun pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Souvent, il y a des gens qui sont experts et qui peuvent s'enfermer sans s'en rendre compte dans un jargon assez technique. Et l'enjeu, ça reste quand même de se faire comprendre et d'être compris. Par exemple, on va suggérer de limiter l'utilisation des acronymes, des anglicismes, limiter le vocabulaire d'experts qui crée de la distance. Troisième pratique, c'est d'impulser un soutien entre les équipes transverses. Par exemple, on peut réagir sur les réseaux aux publications des collègues d'autres services, de l'entreprise en likant ou en faisant un petit commentaire positif, bien sûr, sur un post LinkedIn. Ça va renforcer les liens entre les équipes et du coup favoriser la coopération. Quatrième pratique clé, développer vos réseaux hors service, hors hiérarchie et aller à la découverte de leurs enjeux. C'est se créer des opportunités pour proposer des déjeuners avec des personnes d'un autre service que le vôtre ou avec des clients qui peuvent être internes, qui peuvent être externes. Un autre exemple, si vous travaillez au service RH, ça va être de déjeuner régulièrement avec les opérationnels. À la WeBox, on organise aussi beaucoup des vies ma vie entre les différentes équipes pour que chacun découvre pendant une heure, une demi-journée ou une journée le quotidien d'un autre service, d'un autre collègue et réciproquement. Ça permet de nourrir la connaissance qu'on a des activités de ses collègues. Passons maintenant au savoir-être. La clé pour développer la transversalité, c'est d'observer les comportements de vos interlocuteurs pour répondre aux besoins de chacun. Certains modèles, comme le DISC, permettent de vous aider à analyser les comportements visibles de vos interlocuteurs transverses et ainsi vous adapter pour les faire coopérer. S'adapter, c'est devenu une compétence. Vous connaissez peut-être ce fameux modèle du DISC. On peut retenir qu'il y a 4 profils principaux. Le premier profil, c'est le profil D, dit le dominant. C'est la couleur rouge. Il a besoin de résultats. Son comportement visible peut paraître direct et affirmé, car il perçoit son environnement de façon hostile. Il doit donc le dominer. Pour faire coopérer le rouge, finalement, il vaut mieux commencer par lui présenter des objectifs chiffrés plutôt que de commencer à vouloir créer du lien ou de la relation. Ensuite, il y a le profil I, influenceur, dit profil jaune, qui a un comportement enthousiaste, positif, parce qu'il perçoit son environnement de manière favorable. Pour faire adhérer le jaune, il faut le valoriser en tant que personne, le complimenter sur ce qu'il est, car il a besoin de reconnaissance. Passons maintenant au profil vert. À l'inverse du rouge, le profil S, stabilité, donc le fameux vert, il a plus besoin d'appartenir à un groupe. Pour le faire adhérer, il vaut mieux présenter les choses étape par étape, en se préoccupant de l'intérêt collectif et en privilégiant la relation. Et puis, il y a le profil C, conformité, dit profil bleu, qui a un comportement orienté tâche au sens méticuleux, pointilleux. C'est un profil qui a besoin de sécurité pour adhérer. C'est pour ça qu'il a besoin de connaître les détails du projet. Il préfère les supports écrits afin d'être certain de prendre la bonne décision. On comprend à travers les grandes lignes, bien sûr, de ce modèle qui est assez dense, qu'il existe différents comportements et que les besoins ne sont pas les mêmes pour chacun. L'enjeu, finalement, c'est pour faire coopérer et adhérer vos interlocuteurs transverses, c'est de prendre déjà conscience de la différence des profils
et afin justement de pouvoir répondre à ces besoins de chacun. Cela va vraiment favoriser la coopération entre les services. À votre avis, c'est quoi la clé pour bien réussir un Vie ma vie? Bon, moi, j'ai mis ça en place, notamment avec les nouveaux collaborateurs que j'accueille au sein de mon agence. Bon, je suis directeur d'une agence où on est quand même 10 et des fois, certains peuvent se demander quelles sont les missions ou qu'est-ce que fait le directeur d'agence parce qu'on reçoit, en tout cas à mon niveau, pas beaucoup de clients. Pour autant, les journées sont courtes et du coup, je fais ça notamment quand j'accueille des nouveaux collaborateurs. Ça met tout le monde à l'aise et c'est plutôt bien perçu.